Bonjour à tous, amis télématinaux. Dans le cadre de la rubrique Pile ou Face consacrée à l'élection du nouveau président du comité exécutif de la Fédération gabonaise de football, nous recevons aujourd'hui Pierre-Alain Mungengue, président sortant de la dite fédération, candidat à sa propre succession. Pierre-Alain Mungengue va donc répondre à toutes nos questions afin d'édifier les uns et les autres. Merci beaucoup. Bonjour. Bonjour. Alors, tout de suite et d'entrée de jeu, on va vous demander, Président, qu'est-ce qui a motivé votre besoin de postuler pour un deuxième mandat? Ben, simplement parce que j'estime qu'en un seul mandat, on ne peut pas prétendre avoir tout fait. J'ai fait un début et mon programme, j'estime qu'il n'est pas allé à son terme et qu'il faille revenir pour pouvoir l'achever et puis bon, passer le témoin aux autres. Pourtant, votre candidature gêne. Elle est décriée de gauche à droite. Comment vous supportez tout ça, on va dire? Ben, vous savez, je pouvais mal supporter cela si j'avais des choses à me reprocher. Je suis arrivé dans un football où, comme je le disais tantôt, les ligues provinciales travaillaient dans la rue. Aujourd'hui, les ligues sont logées. Je suis arrivé dans un football où le football féminin, par exemple, était en rade. J'ai relancé le football féminin. Je suis arrivé dans un football où les fonds mis à la disposition de la FIFA, à la disposition de la fédération par la FIFA, par la CAF, n'étaient pas connus du public. Je suis arrivé et j'ai mis tout ça devant la place publique. Aujourd'hui, à chaque fois que je reçois une subvention de l'État, plutôt de la FIFA, j'appelle le comité exécutif, j'appelle le secrétaire général et le trésorier. Le secrétaire général présente la note de la FIFA qui indique que nous venons de mettre dans votre compte bancaire la somme de temps. Je demande au trésorier de sortir le SWIFT de la banque et tout le monde, tous les acteurs sont informés. Le président de la LINAF, qui est le troisième vice-président de la fédération, qui siège avec nous, siège également avec les clubs, donne l'information aux clubs. Bon, j'estime que ça ne peut pas ne pas susciter de l'envie. Donc, c'est cette candidature-là qui gêne parce que je suis peut-être moi-même à l'origine de ça, parce que j'ai voulu montrer aux Gabonais comment fonctionne la fédération, sur le plan financier par exemple. Alors les Gabonais, c'est surtout ceux du monde du football qui maîtrisent les chiffres. On va un peu en parler, gestion financière, les fonds de la FIFA, les fonds de l'État, on le dit juste comme ça, mais est-ce que nos télématinaux peuvent avoir une idée précise, sinon claire? Quand nous sommes arrivés en 2014, on sortait d'une Coupe du Monde. Oui. Et comme ça se fait tout le temps, la FIFA a mis à la disposition de la Fédération gabonaise de football un bonus de 500 000 $. Lorsque nous avons reçu ces 500 000 $, la lettre qui accompagne ces 500 000 $ est claire. La FIFA dit que c'est un bonus qui ne nécessite pas de compte-rendu à faire à la FIFA, que la fédération doit utiliser pour ses projets. Le comité exécutif a réfléchi que les 500 000 $ devaient nous servir à marquer le coup. Il fallait qu'on laisse un bon souvenir de ces 500 000 $. Nous avons conçu l'extension du siège. Nous avons taillé 10 millions de francs CFA à chaque ligue provinciale pour permettre à chaque ligue de lancer le football féminin, de lancer le football des jeunes au moins pour 2 ans. Nous avons remis à chaque club de première division 5 millions de francs CFA. À chaque club de deuxième division, 2 millions de francs CFA. À la LINAF elle-même, 5 millions de francs CFA. Donc, voilà comment nous avons géré ce bonus déjà. Bon, aujourd'hui, avec l'arrivée de M. Infantino à la tête de la FIFA, M. Infantino a décidé d'octroyer à chaque ligue, à chaque fédération nationale, membre de la FIFA, une subvention annuelle de 1 200 000 $. Ça fait 500 000 $ pour le fonctionnement et 700 000 $ pour les infrastructures, les investissements. Bon. Mais la FIFA a mis une batterie de formulaires à remplir, au point où en 2016, quand cette subvention est mise en place, nous avons, comme les autres fédérations d'ailleurs, pas seulement la nôtre, nous avons rempli ces formulaires que nous avons envoyés à la FIFA, mais à chaque fois la FIFA changeait de formulaire, au point où l'année 2016 s'est achevée, nous n'avons pas pu bénéficier du 1 200 000 $. Mais nous avons écrit à la FIFA pour dire que c'est vous-même qui avez mis une batterie de mesures, de formulaires à remplir, qui a gêné. La FIFA a reconnu pour dire vos fonds de 2016
sont là. Ça ne bouge pas, c'est là. 2017, pareil. Nous avons aujourd'hui notre subvention de 2016 et de 2017 en place. Seulement, nous avons écrit à la FIFA pour dire que nous avons des charges. Nous avons des charges, parmi lesquelles le personnel, qui est un personnel sous contrat avec la fédération, donc payé directement par la FIFA. La FIFA donc a décidé de nous donner 50 000 $ chaque fin du mois pour payer le personnel et le fonctionnement de la fédération. Donc c'est comme ça que nous fonctionnons jusqu'à ce jour. La CAF également nous a donné quelques fonds par une demande. Nous avons par exemple fait la demande pour équiper notre siège actuel. Malheureusement, lorsque nous avons reçu cette dotation, nous sommes tombés dans le coup du championnat féminin à Tchibanga. Bon. À l'époque, nous avons fait une demande de fonds au niveau de l'État. Ces fonds ne sont pas arrivés. Et le tournoi, les équipes étaient sur place. Nous avons dû mettre la main dessus pour préfinancer ce tournoi. En 2015, quand notre équipe nationale s'est qualifiée pour aller en Guinée équatoriale, la CAF nous a mis à disposition 120 millions de francs CFA. Bon, nous avons dit, enfin, nous, au niveau du comité exécutif, je ne veux pas dire moi, au niveau du comité exécutif, nous avons pensé qu'il faudrait que les joueurs qui se sont qualifiés, grâce auxquels nous avons reçu cet argent, soient bénéficiaires. Nous avons pris 20 millions de ces francs-là pour mettre la fédération pour son fonctionnement. Et 100 millions, nous sommes allés à l'hôtel Elikonia. Nous avons réuni tous les joueurs avant leur départ sur la Guinée équatoriale et nous leur avons déposé les 100 millions sur la table pour dire, vous avez 100 millions, partagez-vous, staff, manager, joueurs de l'équipe nationale. Nous avons fait ça. C'est que les joueurs n'avaient pas l'habitude de percevoir. Quand la CAF envoyait ces fonds-là, par exemple, pour les qualifications, c'est des fonds qui n'allaient pas chez les joueurs. Mais nous avons dit, ce sont eux les acteurs. À partir du moment où l'État prend tout en charge, donnons-leur cet argent. C'est ce que nous avons fait. Donc nous fonctionnons un peu comme ça. Aujourd'hui, nous avons les ligues provinciales qui n'ont pas de subvention de l'État. À chaque fois que nous avons une entrée, en début de saison, nous mettons 2 millions à chaque ligue provinciale pour leur permettre de démarrer leurs activités. Parlant de l'État et de sa subvention, quel est l'apport maintenant de l'État justement dans les activités de la Fédération gabonaise de football, sinon du football gabonais? Les administratifs de club, en tout cas, l'État prend en charge la totalité de l'organisation du championnat national. Maintenant, en ce qui concerne la fédération, on peut considérer que cette manne mise à la disposition des clubs et de la LINAF est mise à la disposition de la fédération, puisque la LINAF est un des membres de la Fédération gabonaise de football. Mais en tant que structure, fédération elle-même, la fédération ne reçoit aucune subvention de l'État, sauf à mettre ce que l'État met à la disposition des clubs et de la LINAF au compte de la Fédération gabonaise de football. Mais seulement, l'État gabonais prend en charge, et j'ai dit là totalement en charge, toutes les équipes nationales. Toutes les équipes nationales. Et comment ça fonctionne? En début de saison, nous dressons un calendrier général de toutes les activités, disons de toutes les compétitions auxquelles nos équipes nationales sont engagées. Nous les budgétisons et nous les déposons au ministère de la Jeunesse et des Sports. Seulement, à l'approche de chaque événement, nous faisons un budget spécifique que nous déposons au ministère de la Jeunesse et des Sports, qui le met dans le circuit financier. Et lorsque les fonds sont débloqués, ces fonds sont mis à la disposition de l'agent comptable du ministère de la Jeunesse et des Sports. Et disons, la responsabilité de la fédération se limite à faire le budget, à le déposer au ministère. Lorsque le budget sort et mis dans le compte de l'agent comptable du ministère de la Jeunesse et des Sports, c'est le ministre qui est ordonnateur du compte et le financier, le dépensier. J'entends depuis la campagne les gens dire que la fédération fait de la surfacturation. D'accord? Par expérience, lorsque nous avons monté un budget pour un match X, je ne signe pas le budget. J'envoie le projet de budget au ministère de la Jeunesse et des Sports. Projet de budget parce que je n'ai pas signé. Et j'envoie le support numérique de ce même budget au fonds de développement. Donc ils ont et le budget physique et le support numérique du budget au fond. Pourquoi j'envoie non signé? Parce qu'ils ont des arbitrages à faire. Ils peuvent supprimer une dépense comme ils peuvent en ajouter. Et lorsqu'ils ont fait cet arbitrage, ils me renvoient le budget avec des cachets approuvés. C'est en ce moment-là que je formalise le budget en signant et en mettant le cachet de la fédération pour la mise en circuit. Voilà, donc si les gens parlent de surfacturation, ça ne peut pas être au niveau de la fédération, parce que le budget est révisé au niveau de notre tutelle.
et renvoyer lorsque c'est déjà finalisé. La fédération ne gère pas les fonds mis à la disposition des équipes nationales, mais c'est le ministère qui est ordonnateur et l'agent comptable qui est dépensier. Parlons des équipes nationales en baisse de performance à tous les niveaux. C'est un peu le reproche qui est véritablement fait parce que sur le plan sportif, les résultats n'ont pas suivi. Vous postulez pour un second mandat. Vous avez vécu ça, comment vous entendez, on va dire peut-être essayer de renverser la tendance? Vous savez, nous avons fait un mandat, nous tirons les enseignements de notre premier mandat. En ce qui concerne les équipes nationales, c'est pareil. Nous avons mis en place une organisation et comme j'ai l'habitude de le dire, lorsque j'ai été élu à la tête de la Fédération gabonaise de football, ma première chose à faire, c'était de solliciter une audience auprès du chef de l'État pour lui dire voilà comment j'entends gérer l'équipe nationale. Lui présenter les facilités que j'attendais pour cette équipe nationale. Toutes les facilités m'ont été accordées. L'équipe nationale du Gabon, ses joueurs voyagent en business class pour venir et pour repartir. Ils vont en affrètement pour venir et pour partir. Ils ont la prime de regroupement avant le match. Lorsqu'ils arrivent en regroupement, la première chose qu'on fait, le comptable va payer la prime de regroupement. Et la prime de match est conditionnée par le résultat. Bon, si vous avez mis vos joueurs dans ces conditions, je pense que le reste, c'est du ressort de l'encadrement technique et des joueurs. Le président de la fédération, le ministre de la Jeunesse et des Sports, le président de la République ne peuvent pas aller sur le terrain. C'est que ceux-là font, c'est de mettre les joueurs dans les meilleures conditions. L'équipe nationale, c'est l'intérieur, c'est l'extérieur. Bon, il y a quand même des interférences qui ont pu gêner à certains moments, mais je pense que tout ça, c'est des choses à prendre et puis à voir pour l'avenir comment améliorer, comment faire que l'équipe nationale soit dans un environnement équipe nationale sans interférence. Pensez-vous que cela soit possible? Ce sera possible. Ce sera possible. Que ferez-vous des joueurs à la forte tête? Parce qu'il y en a. Vous savez, il n'y a pas de joueurs à forte tête dans notre équipe nationale. Les gens prêtent peut-être des intentions aux joueurs. Bon. Moi, ma philosophie en ce qui concerne la gestion des joueurs, c'est nous avons pour chaque journée FIFA 2 matchs. Il y a un match officiel et un match amical. Bon, j'estime que l'entraîneur convoque 23 joueurs en regroupement. Alors, dans mon esprit, si on joue un match officiel avec les titulaires habituels, il est tout à fait normal et légitime que ceux qui ne jouent pas les matchs officiels soient prioritaires dans le match amical. Bon, j'avais fait une réunion avec les ténors de l'équipe nationale, les 3 capitaines et quelques 2 autres ténors, pour leur dire nous étions au Mali. Ils sont venus me retrouver pour dire, Président, bon, est-ce que vous pouvez nous libérer? Moi, j'ai dit, je ne trouve pas d'inconvénient à ce que vous rentrez. Je libère les Aubameyang et les autres. Bon, un problème de communication peut-être parfois, parce que les gens disent, oui, Aubameyang n'a pas joué le match tel, il a fait un match et puis il est parti. Il arrive des moments où il a fait à sa tête, mais les premières personnes à le recadrer, c'est qui? C'est l'encadrement technique. Parce que le père des joueurs de l'équipe nationale, c'est l'entraîneur. Bon, maintenant, il y a aussi que certains écarts de comportement doivent être signalés à la fédération. C'est pour cette raison que nous avons au sein de l'équipe nationale un staff technique, nous avons un manager qui est censé suivre l'équipe dans tous les mouvements et rendre compte à la fédération. C'est ça le rôle du manager. Bon, maintenant, quand les joueurs sont à l'hôtel, le président de la fédération, le ministre des Sports, chacun est chez lui dans sa maison, il se passe quelque chose dans le lieu de regroupement qui n'est pas signalé, qui n'est signalé ni chez le ministre, ni chez le président de la fédération. Comment voulez-vous que sur la rumeur, le président de la fédération ou le ministre des Sports puisse prendre une décision? On ne peut pas. Donc, les décisions ne peuvent être prises que lorsque nous avons des comptes rendus écrits. Même si celui qui doit nous faire le compte rendu, vous le faites verbalement, vous ne pouvez pas prendre en considération. Parce qu'il faut un support écrit, l'administration est écrite. D'accord. Quel est l'avenir du football féminin si l'on vous demande, du football féminin gabonais? Nous sommes en train de relancer ce football-là, mais en même temps, nous pensons le faire avec les plus jeunes. Avec les plus jeunes, ce n'est pas une manière d'écarter celles qui sont dans l'élite, parce que l'élite, il faut la lancer. Vous savez que nous avons fait 2 sorties, une sortie manquée contre le Mali, et une sortie avec, je crois, l'Afrique du Sud. Voilà. Donc, pour motiver les filles, il faut des sorties, il faut jouer avec l'extérieur. Il faut jouer avec l'extérieur. Aujourd'hui, nous avons la proximité de la Guinée équatoriale avec l'état de route qui peut nous permettre d'aller facilement
à Mongomo, facilement au Cameroun. Je pense que nous allons d'abord, dans un premier temps, et ça, j'ai déjà discuté de ça avec mes collègues de la Guinée équatoriale et du Cameroun, de faire plusieurs rencontres, soit à Mongomo, soit à Bitam, ou peut-être même à la capitale du Wellington, Maoyem, pour essayer d'amener les filles à rencontrer les autres filles d'autres pays. Parce que sur le plan local, il y a une élite qui se dégage, et cette élite qui se dégage a l'air de dominer toutes les autres, et finalement, soit ça va décourager celles qui sont un peu inférieures, ou alors, bon, si ça fait un effet boomerang, c'est tant mieux, mais je pense que se frotter à l'extérieur, c'est la meilleure manière de pouvoir booster le moral de ces filles-là. D'accord. Avant de finir, on va arriver au libre propos. Ce sont les minutes qui vous sont consacrées pour vous adresser aux télématinaux, mais surtout au collège électoral qui décidera de qui prendra la tête de la Fédération gabonaise de football au sortir de l'Assemblée générale du 21 avril. Nous sommes 5 candidats, que les 4 autres mènent leur campagne comme il faut, dans la dignité, dans le respect d'autrui. Et puis bon, je pense qu'il n'est pas nécessaire que les uns versent dans l'arrogance, dans l'insolence, dans la calomnie. Ça ne sert à rien parce que nous sommes là pour servir notre pays. Que ce soit moi, que ce soit quelqu'un d'autre qui est là, bon, ceux qui ont été avant nous, chacun est venu pour servir notre pays. Après, le relais se fait. Le relais se fait. Donc, je voudrais, je félicite d'ailleurs certains d'entre eux qui ont un discours courtois, qui ont un langage poli, pondéré. Maintenant, les électeurs, il faudrait qu'ils choisissent le candidat en toute indépendance. En toute indépendance, sans se faire influencer, comme c'est le cas maintenant où on promet ciel et terre et autres, de menaces de tout genre à certains électeurs. Je pense qu'on doit laisser les Gabonais voter en toute âme et conscience le candidat qu'ils pensent être le meilleur pour l'avenir de notre football. C'est la fin de cet entretien. Nous étions à l'instant avec Pierre-Alain Mouguengui, président sortant de la Fédération gabonaise de football, candidat à sa propre succession. Il pense avoir accompli une première phase durant son premier mandat et sollicite donc le suffrage pour améliorer, perfectionner et ranger ce qui n'a pas été fait.